Hier soir, à l'Opéra Bastille, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Voilà, c'est bon. Hier soir, à l'Opéra Bastille, à la fin de la représentation de Simon Boccanegra, l'opéra de Verdi, à laquelle je participais, il s'est passé quelque chose d'inattendu. Alors qu'il restait que toute l'intrigue était terminée, et qu'on arrivait vers la fin de l'opéra, soudainement le rideau est tombé. Et une personne est venue nous annoncer que je la cite, notre soprane a fait un malaise. Je n'ai jamais vu ça dans ces termes-là, c'est des choses qui peuvent arriver. Enfin, c'est pas tellement le problème. Le problème, c'est que... Enfin, le problème, je trouve ça tout à fait intéressant, évidemment, pour introduire quelque chose que Lacan dit avoir inventé, hein, et qu'il va nommer objet petit a. En soulignant, bien sûr, vous savez tout ça, qu'il dit que si la Bible... et commence par B, ce petit a, justement, cette place lui était réservée. J'ai appelé ça pour ce soir un bout de réel. Je parle de ce qui s'est passé hier soir pour essayer de sortir un peu comme ça pourquoi? Parce que parler comme ça de concept ou de fondement, je dirais sur un mode assez serre, les problèmes de connexion là, oui. C'est réduire, c'est-à-dire que tout se passe comme si, je fais référence à ce que Lacan dit vers la fin, notamment dans le moment de conclure, il était important de mettre de l'étoffe. C'est-à-dire de ne pas en rester uniquement au fait, et là évidemment je vais vous parler de l'analyse que je suis parfois, hein. C'est pas fréquent hein, d'être analyste. Si on prend vraiment la formule de Lacan, c'est-à-dire hein, le désir de l'analyste, là je vais vous la remontrer là. Hein. Le désir de l'analyste, c'est-à-dire qu'en position d'objet petit a, là, en position de semblance, c'est-à-dire que c'est important, parce qu'on va essayer de garder ça, hein, de ne pas partir dans le discours de l'université, ni dans le discours du maître. Bien sûr qu'on y est, hein, bon. Et de prendre en compte l'importance du discours historique. Mais je ne vais pas refaire ça, je veux seulement resituer les choses comme ça, tout en précisant que quand Lacan aborde la dimension de la jouissance, parce que c'est pas comme objet de jouissance, objectif, évidemment, à ce moment-là, il laisse tomber cette dimension des quatre discours, ce qui ne veut pas dire qu'il la laisse tomber au sens où il la refuse, mais il continue son chemin. Donc l'analyse est en position d'objet petit a, c'est-à-dire que, vous voyez, cette position-là, c'est ce qu'on appelle la position du semblant. Il est en position, il est en position de tenant-lieu, de semblant de l'objet du désir de l'analysant.
analysant est dans toute cette partie-là, et tout ça, c'est un couple à deux qui vient en lieu et place du manque de rapport sexuel. Je redis ça parce que c'est quand même très important de signaler à nouveau, hein. C'est ça qui nous différencie. Bon. Il y aura peut-être des petites coupures Internet, mais enfin, ce ne sera pas très fréquent. Voilà. Bon. Donc, que s'est-il passé hier soir? Qu'est-ce qu'il est possible d'hypothéquer, de supposer pour s'approcher un peu plus de ces bouts de réel qui sont, effectivement, c'est présenté comme ça, notre seul lot de savoir. Notre seul lot. Lot, c'est l'îlot, hein. Un morceau, petit bout. Petit bout. Ça veut dire que le réel, c'est pas une masse. Le réel, hein, comme l'interprétation, l'analyse, il tranche. Il y a des bouts de réel. Le réel, c'est ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire, donc il faut quand même... Oui. Et c'est évidemment... Hier soir, c'est comme hier soir, il y a de l'inattendu. Donc hier soir, pour... Alors, c'est là que je vais quand même introduire. Il est possible de partir de ce discours qui s'est tenu pendant 3 heures, non, pas tout à fait 2 heures et demie, non, moins que ça même, 1 heure, enfin, oui, pratiquement 2 heures et demie, qui était l'opéra, la représentation de l'opéra. Et qu'est-ce que c'est de quoi ça part? Ben, ça part comme une analyse de la mise en jeu de la réalité, c'est-à-dire de la mise en jeu de la réalité du fantasme. Alors il y a une histoire, évidemment. Bon, il y a une histoire, c'est à peu près toujours pareil, hein, de toute façon. Là, c'était pas tout à fait pareil habituellement que les histoires d'amour. Bon, là, c'était la dimension politique. Et Verdi, hein, Verdi, V-E-R-D-I, c'est Victor Emmanuel, roi d'Italie. Verdi, il donne une première mouture. Je vais donner quelques éléments quand même. Vers les années 1850, 51, je crois. Et ça ne va pas plaire du tout, malgré tous les essais. Il va refaire une deuxième mouture. La première, il la donne à la Fenice à Venise. Et la deuxième, ce sera à la Scala notamment. Et là, il y a quelque chose qui est changé. Donc c'est la version qu'on a vue hier. Mais c'est pas ça le truc. Je ne vais pas non plus vous parler de la mise en scène, qui me plaisait plus ou moins. Enfin bon, pour autant que ce qui est en jeu, c'est cet objet petit a, pour moi, comme dans mon travail de psychanalyse. Il ne s'agit pas de psychanalyser à partir du texte de compréhension. On est en direction du réel. Malgré tout, il est peut-être possible d'en saisir quelque chose. Or, c'est ça qui me semble qui s'est passé hier. Qu'est-ce qu'on peut dire qui s'est passé durant l'opéra pour cette soprane? Et qui a fait que, avant que l'opéra se termine, en fait, elle n'est plus, elle, je dirais, dans le coup de la représentation, dans le coup de la signification, pour autant que, alors là, il faut revenir sur des éléments qu'on a déjà dit, je vais les reprendre, le corps, je reviens toujours à cette citation de Lacan. De l'art, nous avons à prendre de la graine. Et je pense, bien sûr,
à Roland Barthes, qui parle du grain. Et notamment, il dit, le grain, c'est la voix dans le corps. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est sans limite. Sans les limites, évidemment, de la façon dont on voit les choses. Hein. Qu'est-ce qu'il est possible de dire? En fait, non pas du tout pour dire quoi que ce soit. De toute façon, il n'est pas question de parler de cette soprane au niveau d'elle. Repérer, c'est des éléments de structure, puisque c'est comme ça qu'il importe, enfin, il me semble. Mais ne m'imitez pas. Faites comme moi, mais ne m'imitez pas. Et alors, pas moyen de me suivre sans passer par mes signifiants. Juin. « 1964. Je dirais donc, je suppose, j'ai lugubre, mais c'est sérieux, c'est très sérieux, parce qu'évidemment, et je parle de la chose suivante. Dès que la personne annonce notre soprane a fait un malaise, alors on peut partir sur le malaise de la civilisation, mais ça c'est mes associations, c'est ça que je veux éviter. Hein. Ou les vôtres, a fait un malaise, qu'est-ce qui est entendu? Ou plutôt, qu'est-ce qui fait que quelque chose va venir pour ne pas l'entendre? C'est ça l'important, c'est ça le rêve de l'objet voix. C'est ça le grain. Et vous voyez que si de là on a à prendre de la graine, c'est surtout pas pour expliquer quoi que ce soit. Enfin, c'est mon avis. Surtout pas avec des références bibliographiques de l'artiste, etc. Enfin bon, ça c'est de la psychologie. Pourquoi pas? Mais il faut savoir un peu comment on se situe. Alors là, je fais référence aussi bien sûr à l'opéra, et plus particulièrement, on y viendra, et plus particulièrement à cette tension à l'opéra entre la parole. Il y a une tension. Puis la scène, on va dire, religieuse, jusqu'à ce qu'à la fin du XVIe, au début du XVIIe, c'est-à-dire que lorsqu'apparaît en Italie les camerata, les chambres, les endroits où on chante, où des artistes se réunissent pour faire un petit groupe, et puis après c'est l'Orfeo de Monteverdi, en 1607, à Mantoue. Hein. Mais on est déjà là, bien sûr, dans le fait que il est possible d'entendre. Lacan souvent il dit ça. Est-ce que vous m'entendez? Alors bien sûr, il parle des micros, je crois que c'est autre chose. Hein. D'entendre, et d'entendre, c'est pas comprendre, hein. C'est pas penser, hein. C'est pas écouter. Il est possible d'entendre dès cet opéra. Parce que avant, c'est la scène religieuse, et alors là, on a tout contrôlé, hein. Pas question. Alléluia, un peu à la fin, on pouvait chanter, mais enfin, de toute façon, bon, il s'agissait surtout pas que la voix s'émancipe. L'octave, une douzième maximum, hein, pas plus. Enfin, il y a bien eu juste avant la polyphonie, avec Pergolèse notamment, qui est venu un peu bousculer ça, parce que là, on ne comprenait plus très bien. L'objectif, c'était quand même de garder le fait qu'il faut comprendre, c'est de la parole. C'est de la parole, il faut louer Dieu avec de la parole. Hein? Et au 5e siècle avant Jésus-Christ, il y a un empereur chinois qui précise bien que c'est lui qui ordonne tout, c'est lui qui fait la musique, hein, parce qu'il n'est pas question que la musique ne soit pas contrôlée et sous le contrôle de la parole. Sinon, on part sur des choses abjectes et féminines, etc. Bon.
c'est plutôt en 2250 avant Jésus-Christ, un certain empereur qui s'appelait Shun. Bon. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé l'arrivée des castrats, et notamment un aria particulier, hein, vous voyez, je parle déjà je féminise là, hein, donc c'est pas mal. Hein. Un aria particulière qui est, c'est un aria da capo, avec 3 parties. Première partie, on chante à peu près. La deuxième, on respecte bien. Puis la troisième, improvisation. Alors là, ça part dans tous les sens. C'est-à-dire que le spectateur, l'auditeur, est pris. Il lâche le livret, il est pris. Et justement, on dit que, notamment chez les femmes, pourquoi? Parce que, bon, je dois dire rapidement, elles se soutiennent, enfin, ce qu'on appelle le féminin, se soutient moins du signifiant que, et là je fais référence aux formules de la sexuation, que le tout homme. Bon. Donc, justement, on se dit 5 ans tombés dans les bras. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il est possible de dire? C'est important. Je pars, je dirais, cliniquement, d'une chose simple. C'est que dès que on vient dire à tous les êtres parlants qui sont là, c'est plein du monde, ça, hein, bon. On vient annoncer que notre soprano, notamment, hein, sa voix, celle qu'on peut entendre, la belle voix, là, hein, celle du fantasme, hein, c'est beau, hein, en prenant bien en compte ce que dit Rainer Maria Rilke au début du XXe, là, dans sa première élégie de Duino, le beau est le commencement du terrible. Donc, dès qu'on part dans cette direction-là, il est possible de trouver quelque chose qui est donc cette nouveauté. Et cette nouveauté apparaît dans la suite du fait que dès qu'il est annoncé ça, immédiatement, on applaudit. C'est beau, hein, c'est bien, hein, c'est normal, hein? Ah oui, ben justement. Qu'est-ce qui fait, ça m'a beaucoup surpris, qu'est-ce qui fait que, justement, il n'y aurait pas pu y avoir un instant, je dirais un trou. Voilà le réel. Voilà l'œuvre de l'art, voilà l'art. Comme dit Lacan dans l'éthique, tout art, d'une certaine façon, est une façon d'organiser, de mettre en place quelque chose autour d'un vide. Voilà le trou sonore qu'est la voix. Ça peut paraître surprenant ce que je raconte, mais enfin voilà. On applaudit comme on applaudit en général. D'ailleurs, on applaudit de plus en plus, hein, ce qui fait que finalement, le silence et, bien sûr, son corollaire, le cri. Le silence, là où quelque chose d'autre peut s'entendre, un certain réel, un continuum réel, le silence est recouvert par la dimension du fantasme, la représentation. Hein. Les belles voix, c'est très agréable. Je ne mets pas ça du tout en cause sur le mode d'un rejet, bien au contraire. Donc c'est quand on monte comme ça on chante du lyrique, ce que je connais, et qu'on monte comme ça en direction du contruct, typique, hein, eh bien, on sait que il y a quelque chose pour celui qui écoute, si la voix est belle, qu'il ensorcelle, qu'il prend, il est pris, il lâche tout, il les prend. Et puis surtout qu'au niveau du contruct, il va y avoir un continuum. Puis pour celui qui produit, évidemment, s'il n'a pas trop peur, si c'est à peu près, s'il se laisse aller, parce que tout est là, c'est ça le grain, la graine,
s'il se laisse aller, il y a quelque chose qui va s'entendre, notamment dans ce moment-là, qui renvoie à un cri musical. C'est-à-dire au fait que ce qui est présent, oui, ce n'est pas du tout logique au sens de la pensée, hein, l'objet A n'a rien à voir avec la pensée. Hein. Au niveau de ce continuum sonore, là, au niveau de ce cri mélodique, qui passe très bien, puisqu'on attend ça. Hein. Alors bien sûr, on va dire qu'il y a de la jouissance. C'est vrai. Mais il y a le cri fait le gouffre où le silence se rue, le silence est là. Autrement dit, l'opéra, c'est quelque chose qui va de la parole, parce qu'il y a la parole, les récitatifs, dans l'opéra classiquement, l'opéra italien, la parole, en sachant que il y a dans ces énoncés de paroles chantées en permanence cette dimension de la coupure, liée aux modulations vocales, ce qu'on va être amené à entendre dans notre pratique analyste, qu'on n'est pas du tout, même si parfois on fait un petit peu, évidemment, on n'est pas du tout dans l'importance de la signification et de la représentation. Bien sûr, vous savez, en 1750, là, à partir d'un opéra, la Serva Padrona de Pergolese, on a fait la querelle du bouffon. Bon. D'un côté, partisans du roi, les Français, sur la mélodie, pardon, sur l'harmonie, hein, c'est-à-dire sur le fait qu'il importait justement qu'on comprenne. Et Lully, tout ça, etc. Lully, il allait écouter la Chomélie pour bien comprendre un peu comme ça le phrasé des choses et ce qu'il pouvait y avoir dans la Chomélie. C'était effectivement l'actrice privilégiée et enthousiasmante de la poésie de Racine. Autrement dit, je reviens à ce moment de silence qui est recouvert par des applaudissements. C'est pas pour rien quand même que dans les églises, hein, pendant tout un temps justement, on n'applaudissait pas, maintenant un peu peut-être, je ne sais plus, bon. Enfin c'était, comme on le dit, à la fin du morceau, Mozart continue à se faire entendre. Mais si on se met à applaudir, c'est fini. On a recouvert quelque chose qui est cette dimension du silence, cette dimension de la voix comme objet de jouissance, et qui nous renvoie, bien sûr, à cette première émission, cette première jaculation, ce premier signifiant, hein, qui est le cri, qui est une réponse à cet envahissement par Das Ding. C'est pas un problème, c'est une façon. Comment est-ce qu'on peut arriver à penser, parce que c'est ça la question, quelque chose qui n'est pas pensable. Puis alors cette jouissance, évidemment, ce cri, il est plutôt mythique, hein, finalement. Alors évidemment, du côté, comme hier soir, évidemment, le malaise, ben, il y a toute la panoplie de la médecine qui est là pour répondre, etc. Bon. Hein, alors, vous savez, Vagal et compagnie, hein. Bon, pourquoi pas, hein. Alors, examen, ça peut être une origine cardiaque, ça peut être une origine cérébrale, donc électroencéphalogramme, donc électrocardiogramme, enfin le reste, c'est pas tout ça c'est important, mais c'est pas ça notre truc. Un truc, c'est ce que Lacan dit, notamment au début de sa conférence de Rome, le 1er novembre 1974, hein, je vais vous passer un truc là, ouais, à propos de Lourdrome, et le dit ce que de Lourdrome. Oui, ouais, c'est ça. Quand on chante, on fait ça, on fait on étale les syllabes, le dit ce que, le dire finalement, ce qui va être le dire, devenir le dire après. Et c'est à ce moment-là que Lourdrome, évidemment,
c'est dans notre langue maternelle française, mais bon, ça pourrait être autrement, hein, dans une autre aussi. Hein. C'est d'emblée cette dimension de la langue, dont s'opère l'interprétation. Bon. Et c'est ainsi que, évidemment, les profs de chant, ils vont pas être d'accord avec moi, hein. Pas vraiment. Mais c'est pas le problème. Chacun a ses perspectives. Je sais que, de même que l'enfant, petit, il demande, on va dire comme ça, chaque soir, à son père ou à sa mère de lui raconter une histoire, il la connaît par cœur. On va écouter une pièce et voir une pièce de Racine, de Molière ou d'autres que l'on connaît, il n'empêche qu'on va quand même l'écouter. Qu'est-ce qu'on va écouter? On va entendre. On va entendre quoi? Alors c'est cette fameuse jouissance. Jouissance phallique, hein, liée au signifiant, bon, d'une part, et puis autre chose, justement. Cette fameuse jouissance haute qui est hors limite. C'est-à-dire que, si on voulait, enfin, c'est comme ça que je l'élugubre, moi, ça me donne cette occasion-là, hein, tout se passe comme si durant cet opéra, parce qu'elle a une voix magnifique, cette soprane, hein, je ne sais plus son nom, mais c'est pas le problème, hein, je pourrais le retrouver, Carole, enfin c'est une soprane, bon, on l'a mis légère, moi je trouve qu'elle était quand même un peu plus que ça, hein. Une soprane pas dramatique, peut-être parce que les sons plus bas c'était un peu léger, hein, mais un peu colorature quand même. Bon, ben bref, dans les aigus, ça y allait, ça sortait. Hein. Bon. Ça faisait mal aux oreilles même. Bon. Et donc, à plusieurs reprises, elle s'est approchée en chantant. Et là, vous voyez, on n'est plus du tout dans l'histoire de l'opéra, ou dans cet opéra-là, évidemment, il y a les bons, les mauvais, etc. Puis il faut les concilier, il y a plein de malentendus sur toutes sortes de choses, des naissances, des choses, enfin, tout ce qu'on voudra. Hein, bon, c'est vraiment pas mal, hein, à ce niveau-là. Et puis à la fin, tout s'arrange. Donc, notre soprane, comme dit la personne en question, là, elle a entendu, c'est le se jouit, là, vous savez, hein, je pense, donc se jouit. Hein. Quelque chose s'est joui au niveau de cet imaginaire spécifique propre à chacun, qui est la dimension du corps. Ce corps que l'on construit, on l'a, on ne l'est pas. Bien sûr, pour la médecine, on l'est. C'est normal, parce que c'est un moteur, hein, plus ou moins. Et Dieu sait si c'est intéressant, surtout avec certains progrès maintenant. Hein. Et le corps, l'on l'a, l'on l'air, hein. L'on l'a, je vois ce symptôme, là. D'accord. L'on l'a de l'air. Bon, oui, c'est ça. C'est ça le grain dont parle, que j'ai cité là. Le grain dont parle Roland Barthes. Hein. Le grain, la graine, le grain. Bon. J'irais jusqu'à dire que finalement, à un certain moment, ça ne s'est pas passé sur scène, mais on s'en fiche complètement. C'est pas ça le problème. Puis d'ailleurs, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Hein. Bon. À un moment, le nouage, là, le RS, là, I, hein, le IRS, hein, l'inventer par des images, hein, inventer justement ce qui du réel peut symboliser. C'est ça le discours analytique. Hein. Il y a quelque chose là qui était un peu trop fort. C'est comme si le nœud était serré complètement. C'est ça l'objet de Tita. C'est quand il est serré complètement. Ça coince. À un moment, il dit ça bute. Hein. Il dit ça coince. Et alors là, évidemment, il est possible, il y a un trop. Il y a un plus de jouir. Ce qui est la source de toutes les jouissances. Hein. Il y a un plus de jouir. Qui fait que... Enfin, c'est mon hypothèse. Évidemment, tous ceux qui étaient là, ils voulaient... il n'était pas question du tout d'envisager les choses comme ça. D'une part, parce qu'il faut être un peu timbré hein, pour dire des choses pareilles. Hein. Ah oui. Bon, d'une part.
Et puis, d'autre part, eh ben, ça ne se fait pas, comme on dit ça. Hein. C'est la jouissance qu'il ne faut pas. C'est-à-dire que la jouissance qu'il faut, celle qu'il faille en quelque sorte, c'est celle qu'il ne faut pas. Alors pour toutes sortes de raisons, notamment du fait que ça peut entraîner le fait qu'il y a quelque chose, un plus, un trop. Hein, on peut penser quand même à ce qui s'est passé, Patrick Vallas en parle à un moment dans son séminaire des Trémulants, hein, ces combattants de la guerre de 14-18 qui étaient en première ligne, hein, qui étaient sous les bruits, sous les obus, tous ces trucs-là, et puis qui sont mis à trembler. On ne savait pas comment faire à ce moment-là. Évidemment, il n'y avait pas de neuroleptique ou de choses comme ça. La meilleure façon, c'était de la prendre dans ses bras. C'est ce qu'ils ont trouvé. Ils se sont débrouillés pour que les corps se serrent. Parce qu'à ce moment-là, le corps, on ne sait plus bien la limite qu'il a. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, hier soir, il y a donc eu ça. C'est pas un événement du monde. Hein. La jouissance, c'est un savoir. Un savoir, c'est pas la connaissance. La connaissance, ça peut se trouver. Hein. On peut faire comme la science. Hein. On peut trouver des images du réel. Mais, sire, hein, comme on dit. Hein. Mais le réel, il échappe toujours. Et pourtant, on peut en choper peut-être un petit bout, c'est ça, les petits bouts de réel. Une analyse conduirait là à quelque chose comme ça, un gain. C'est que la jouissance ruineuse du symptôme qu'on avait avant, quel que soit le symptôme, quel que soit ce qu'on appelle en psychopathologie, neuropsychose, perversion. On n'est plus là, hein. Enfin, pour nous. C'est même un peu gênant d'avoir trop ça dans la tête, parce qu'on m'a expliqué que l'hystérique c'est ça, la névrose obsessionnelle c'est ça, enfin bon, vous connaissez tout ça. Hein. Bon, donc, je suis en train d'essayer de bafouiller, de crachouiller quelque chose qui aurait bien pu être hier soir quelque chose de l'ordre de cette crachose. Qu'est-ce que c'est? Ça nous ramène au moment de conclure, hein. C'est le 15 novembre. Je crois que c'est 1977. La crachose. Je crois que ça lui sort comme ça, d'accord. Évidemment, il ne dit rien. Bon. Il parlait de la chose freudienne, c'est la crachose. C'est-à-dire que quand la diva, parce que c'est ça, c'est la diva hein, qui... Je me méfiais beaucoup de tout ça. Hein. Quand la diva est prise comme ça par la jouissance, quand le nœud est serré au maximum, l'objet petit a, quand elle est réduite à être pure voix, objet petit a, quand le cri là est réduit au silence, il y a un autre type de cri, je voulais parler du cri mélodique tout à l'heure, puis aussi il y a le cri pur, on va trouver ça avec, notamment avec Wagner, chez les femmes bien sûr, et pas par hasard, chez les femmes qui vont être conduites à mourir. Enfin, on parlera de ça quoi. Mais il ne faut pas le prendre comme ça, c'est pas parce qu'elles crient, c'est pas parce qu'elles meurent qu'elles vont crier, ça c'est du bricolage de penseur, quel que soit son niveau. On n'est pas dans la pensée, ce que je vous dis là, c'est ce que j'essaie de vous dire, et il doit y avoir une certaine jouissance à ce que j'essaie de vous le dire. Hein? Parce que c'est se dit ce que... Bon, ça revient, ça, je passe attention la prochaine fois. Bon, alors, cet objet petit a, un des 4 objets que je prends là, la
voix, parce que, pourquoi? Parce que c'est ça qui m'a réveillé un jour, d'une part, par le cri de Don Juan, ou les cris de Don Juan, notamment le cri, je dirais le dernier cri, hein, le trou sonore, c'est effectivement ce qui est matérialisé par le trou dans lequel il tombe, mais c'est pas comme ça, c'est un trou sonore. Eh bien, c'est un trou qui est lié à un plus de jouir. C'est-à-dire que c'est ce qui échappe à l'insémination par le signifiant qui a lieu d'emblée. Qu'est-ce qui se passe au début? Au début de la vie, donc il y a le crime, hein, bien sûr. Et au début de la vie, évidemment, chacun d'entre nous, chaque être parlant, est divisé, est se barré. Entre quoi et quoi? Entre le fait que, eh ben, il a été parlé, pour ça qu'il va être parlant d'ailleurs. Puis il y a tout ce qu'il va essayer d'annoncer à sa façon, bien sûr. On comprend. Donc, ce sujet-là est déjà sujet, bien sûr, pour des raisons complètement énigmatiques, mystérieuses. Sauf que ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une certaine affinité. Ce sujet, donc, va rencontrer. C'est une rencontre primordiale. Tout va résulter de la structure. Le corps vivant, le corps qui est toute jouissance. Le corps qui a une jouissance qui, c'est la palpitation de la vie. C'est un trop. Et le signifiant, lui, il va donc intervenir pour mortifier. Et mortifiant, il fait apparaître la possibilité d'une autre jouissance. Elle mortifie justement en opérant quelque chose de l'ordre d'une civilisation, en le civilisant, à partir de 4 zones érogènes. Les 4 zones, enfin, Freud n'en avait pas, on n'en a pas 4, mais donc le regard, la voix, et puis l'objet oral, l'objet anal. En sachant que ce qui compte, évidemment, au niveau des objets, c'est les bords. C'est sur les bords que la jouissance fonctionne. Et il y a une part de jouissance qui échappe au signifiant. Ça va être cette fameuse jouissance autre, avec un A non barré. Bon, c'est une écriture, hein. C'est une façon de parler du savoir, parce que finalement, le savoir, hein, là je reprends les termes de Lacan, ils sont... le savoir, évidemment, c'est la seule façon, enfin, la façon, c'est du réel. C'est du réel. Bien sûr, on va dire qu'il peut être doublé par le symbolique, hein, doublé comme les cyclistes, là. Bon, d'accord, bon. Mais c'est du réel, et notamment le savoir très particulier concernant le sexe. C'est-à-dire qu'on ne sait rien du tout. En fait, alors on va pas, bien sûr, Freud le premier d'ailleurs, parce qu'il est parti, il parlait dedans. Hein. Mais ce qui est important, c'est que ça peut s'écrire. C'est qu'on peut trouver une façon d'artifice, un mode d'artifice, pour l'écrire. Ce qui fait que le sexe, Lacan va écrire asexe. A-S-E-X-E, entre parenthèses, et après, il met entre parenthèses dualité. La sexualité. Il va trouver qu'effectivement, on en a un peu trop... on a un peu trop dérivé sur la signification et toutes sortes de choses avec Freud. Ce qui fait qu'il dit, moi, ce qui est important, c'est de lire Freud à l'envers. C'est pas mal, hein, quand même. Je trouve rien. Alors, essayons de faire comme lui. Il y a donc, au départ, c'est ça qui fait que nous sommes des êtres parlants.
il va en résulter évidemment le fait qu'il y a une relation particulière entre l'enfant et en principe la mère, et la mère, elle parle. La voix maternelle. Cet élément primordial de rencontre, d'où va résulter la structure. Celle qui, dans le centre fantasme, vous savez, S barré, poinçon petit a, et au niveau du poinçon. Le fantasme, c'est une articulation de structure propre à chacun entre ce sujet barré, c'est-à-dire cet être de signifiance. Là, vous voyez, on n'est plus du tout, pas dans la signification du tout. Ça ne veut pas dire qu'il faut, pas la laisser dire. Mais l'important, c'est comme quand on chante, c'est ce chewing-gum de la langue. Ces coupures, ces tranchées, ce tranché, ça. Hein. Alors on appelle ça évidemment, on dit que c'est lié aux modulations vocales, bien sûr, c'est vrai. Hein. Et que le chant, c'est modulé sur les modulations. Parler déjà, bien sûr. Le chant, c'est ça. Modulé. Et on ne sait pas du tout ce qui va sortir. Hein. C'est pour ça que ça peut être pour certains très difficile d'oser se mettre à chanter. Et la dose, là, c'est pareil. Hein. Qu'est-ce qui pourrait sortir? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est tout le corps qui vibre, bien sûr. Avec cet accent particulier, singulier, que nous donnons, parce que dans cette rencontre du symbolique, le sujet barré, et le corps, la jouissance, tout le corps, il va y avoir création d'un corps particulier, complètement invisible. Là, on ne sait pas du tout ce que c'est, mais de toute façon, hein, vous savez, c'est les fameux schémas entre l'image réelle et l'image virtuelle. L'image réelle, on ne peut pas la voir, pour ça qu'elle est réelle, avec le miroir concave, et il faut bien sûr un miroir plan. C'est une analogie, c'est un truc, quoi. Hein. Une analogie pour que on puisse voir, à partir du miroir plan, qui est le discours des parents, ceux qui sont importants pour l'enfant, qui va être orienté d'une certaine façon, et qui va déterminer, à partir de cette image réelle, l'image virtuelle que nous allons toujours confondre avec notre être, auquel on n'accepte pas comme ça. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le toi-même, là, l'autre, là, ou le moi-même, hein. Alors que le prochain, c'est justement cette image réelle, ce qui nous est proche tout à fait, et qu'il y a des signifiants, notamment, là. Et tout ça, ça va se travailler durant l'analyse, hein, comme durant un opéra, comme ça, toutes sortes de choses qui peuvent se passer. Et il peut se passer ce qui vient de se passer hier soir, qui est un événement extraordinaire, à condition de pouvoir écrire et donc le lire. Il y a eu, c'est ce que je suppose, il y a eu hier soir émergence d'un savoir. Pour qui peut l'entendre? Ce n'est pas de l'explication. Émergence d'un savoir particulier, dont, évidemment, on ne veut rien savoir. Hein? L'inconscient, ce n'est pas que l'être pense, c'est qu'en parlant, il jouisse. Elle ne veut rien en savoir du tout. Cette jouissance importante qui est liée au fait que le corps s'est dénoué ou s'est serré. Tout ça, évidemment, c'est des artifices pour essayer de dire quelque chose du corps. C'est celui qui vient justement du malentendu, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure. Celui-là propre à chacun. Et qui va faire que c'est celui-là qui va jouir, qui va se jouir dans la parole
et à mon avis un peu plus dans le chant. Enfin bon, c'est mon expérience. Un autre artiste, il dira que c'est comme je l'évoquais, le corps, il est dans la main du sculpteur, dans la main de l'écrivain. Bien sûr, il est là, du pianiste. C'est complètement dingue ce que je vous raconte. Ben, évidemment, un médecin raconte des trucs pareils. Bon, ça veut dire quand même qu'il a un peu évolué, quoi. Alors voilà, donc vous voyez, et c'est ça qui va. Il y en a un quand même. Hein. Ah, il y en a un qui était limite. Hein. Richard Wagner, qui va partir là-dedans. Hein. Question du silence du cri, des femmes qui crient. Et puis il y en a un quand même qui a touché assez avant, c'est le fameux Mozart. C'est le cri de Don Juan. C'est le premier cri qui est dans Dans quoi? Est-ce que Don Juan est ce qu'on appelle un homme? Couramment. Alors on va dire, il est trompeur, hein, Bourlador. C'est pas séducteur, hein, Bourlador. Bourlador de Séville. J'ai fait remarquer, hein. J'ai donné un peu mon avis la dernière fois sur ce qui se passe. En fait, évidemment, c'est le commandeur qui vole en éclats. Bon, ça pourrait être ça. Bon, c'est pour ça qu'il disparaît. Bon, mais revenons un peu sur cette histoire de Wagner qui, d'emblée, lui, il y a quelque chose, il est comme tous les compositeurs, hein, c'est très compliqué le début. Hein. Après, quand on est connu, bon, c'est plus simple. Hein. Mais si on lit un peu ce qu'il écrit, évidemment, il dit, voilà, c'est important, l'œuvre d'art, c'est quoi l'œuvre d'art? Et notamment l'opéra, c'est la rencontre, la musique et femme. Hein. Donc cette femme-là, qui va être fécondée pas par n'importe qui, hein, par le poète, parce que Wagner, il faisait la musique, mais il faisait aussi les paroles. Et surtout, il va expliquer que lui, ce qui est important, c'est la musique qu'il y a dans les mots. C'est signifiant, d'une certaine façon. Hein. Et il met en place non plus l'alternance récitatif, la parole, pour bien, à peu près. Et puis d'un autre côté, à un moment, il n'y a plus de parole, c'est-à-dire là, la voix s'émancipe. Mais il va revenir, c'est un petit peu ce qui est mis en place tout au début, là, dans la camerata de Baldi, là, quand il veut essayer de repartir sur ce qui est important, la mise en musique de la tragédie grecque, enfin quelque chose comme ça. Bon, oui, mais seulement ça tourne court, là. Hein. Il va mettre en place ce qu'on appelle la mélodie continue. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, tout d'un coup, et pourtant il y en a tout le temps. Et il y a notamment ce qui peut être à la fois ensorceleur, mais c'est-à-dire qu'on est pris. Et ça veut dire qu'on peut très bien refuser. Dire que c'est pas bien du tout, hein, ou ça va pas. Bon. On est pris d'une part, c'est ça et en permanence, il y a ces changements, il y a un chromatisme, il y a un changement de tonalité, on passe du majeur, mineur, etc. Hein. Vous savez, le mineur par rapport au majeur, c'est que la tierce, elle est un petit peu en dessous, un demi-ton par rapport au majeur, enfin un petit truc comme ça là. Bon, donc des petites choses, et il introduit quelque chose de particulier qui est une certaine approche, de quoi? Le moment où la parole, elle est tellement mise en musique que dans cette mélodie continue que le chromatisme et tout ça, hein, c'est du parler chanter, mais c'est quand même pas tout à fait ça. Ça va initier ce qui va venir après. Hein. Berg, hein, Schoenberg, tout ça. Bon. Mais ce qui peut être insupportable, c'est que c'est difficile de chanter Wagner, hein, parce qu'on les Italiens le savaient bien, hein, on s'abîme la voix. Hein. Pour chanter à la mode italienne, avec le legato, etc. C'est plus tout à fait ça. Bon, bref. Bien sûr que
En 1913, c'est la même année, c'est l'année de naissance et de Verdi et de Wagner. Évidemment, Wagner va partir dans une autre direction. Verdi va rester tout à fait dans la perspective de l'opéra italien. Oui, ce que je voulais dire, c'est que Wagner, il part un peu là-dedans, évidemment, et puis il s'approche progressivement de ce trou-là, de ce trou par le biais du cri. Par le biais du cri mélodique, et puis cri pur. Et puis évidemment, on va entendre ça notamment après, plus particulièrement. J'en parlerai chez Alban Berg. Alors je vais m'arrêter là. J'espère que vous n'avez pas été trop gêné. Je ne sais pas s'il y a eu des coupures à des moments. Là, je revois ça parce que là je suis dans un autre lieu. Donc ce sur quoi je vais m'arrêter, c'est le fait que quand on dit que l'analyse, ça consiste à partir du je n'en veux rien savoir. Ah, rien, pas rien, et puis savoir. Le savoir, c'est quelque chose qui peut s'écrire, hein, c'est l'histoire de la sexe tout à l'heure, et qui, du coup, peut se lire, et donc s'entendre. Et tout ça. Alors évidemment, ce n'est pas l'orthographe habituelle, hein. C'est une orthographe particulière, bien sûr. C'est les néologismes, c'est toutes sortes de choses qui apparaissent dans la langue, notamment. Et puis, il y a ce moment-là où la jouissance est telle que ça se jouit tellement que ça se coince. Et ça peut produire évidemment le vagal, hein. C'est pas du tout méprisant ce que je dis, même si c'est un petit peu, ça me fait rigoler, parce que moi aussi j'étais pris là-dedans, hein. Ça n'empêche pas de faire tous les examens que j'ai évoqués tout à l'heure, hein. Mais il y a quand même quelque chose là qui est en jeu, et qui est en train d'être complètement, alors là maintenant, balayé, hein. Et pour que ça tienne, ça dépend de ce que Lacan nomme le désir de l'analyse, tout en disant que le désir, on ne sait pas ce que c'est. C'est-à-dire se référer à ces éléments de structure. Enfin, c'est comme ça que je le dirais. Cette dimension de l'objet. Ce qui peut être gagné dans une analyse, hein. Vous savez, c'est pas la TVA, hein, mais c'est ce qui peut être pris là dans cette Merklust, là, ce plus là, hein, que Marx là, amène là. Que Lacan va dire ça a godé, comme il dit là, avec son objet petit a. Alors que normalement, vous savez, dans le système capitaliste, dans le discours capitaliste, hein,